Bonjour à tous et bienvenue sur OMC, objectifmedecine.com, la chaîne dédiée à la réussite de la première année santé. C'est Xavier qui vous parle et dans cette vidéo, on va travailler sur la datation absolue. Vidéo qui s'inscrit donc dans cette petite série de cours sur le programme de spécialité SVT en classe de terminale et qui suit plusieurs objectifs, à la fois permettre aux futurs bacheliers qui suivent cette spécialité de se donner toutes les chances de réussite au bac et d'obtenir plus facilement la faculté de médecine qu'ils ont demandé en premier choix sur Parcoursup. Deuxièmement, pour les étudiants qui ne suivent pas cette spécialité en classe de terminale et qui ont besoin de se remettre à jour dans cette discipline avant d'aborder la première année santé, c'est ici l'occasion d'y parvenir. Enfin, ce chapitre sur la datation absolue, bien qu'étant un chapitre de géologie, est très important pour aborder le PASS. On y étudie ici la radiochronologie, les lois de désintégration radioactive, les isotopes, et il est très important ici de comprendre les équations qu'on va voir dans le cours, car elles reviendront dans les épreuves du PASS en biophysique. En effet, on utilise des isotopes traceurs in vivo, directement dans l'organisme, ou in vitro, dans les méthodes d'études en histologie ou en cytologie. Comprendre ici les lois physiques qui régissent ces principes, c'est se donner de l'avance pour la première année santé. Je vous propose maintenant un bref aperçu du cours sur la datation absolue. C'est parti! Alors pour commencer, il faut savoir que les roches sont des assemblages de minéraux et que ces minéraux peuvent incorporer de temps en temps des isotopes radioactifs qui vont se désintégrer au cours du temps. On observe ici à l'œil nu un granit avec ses trois minéraux principaux, le quartz, les feldspaths, qui sont souvent des feldspaths potassiques comme de l'orthose par exemple, et ici de la biotite qui est le mica noir. En lumière polarisée analysée, ici au microscope polarisant, on observe des petites taches dans la biotite un peu partout. Si on zoome, on observe un minéral clair au centre, du zircon, entouré par une auréole noire très sombre, qui est une auréole de désintégration radioactive. En effet, le zircon peut intégrer dans son réseau cristallin des éléments radioactifs qui vont se désintégrer, les éléments pairs donnant des éléments fils au cours du temps et libérant de l'énergie, ce qui est à l'origine de cette auréole de désintégration radioactive. Avec des techniques un peu plus pointues de microscopie, on peut confirmer la présence d'un zircon au centre de ces auréoles de désintégration radioactive. Alors, de nombreux éléments chimiques possèdent des isotopes radioactifs qui peuvent être utilisés comme des chronomètres géologiques. Quand un élément pair radioactif se désintègre, il donne naissance à un élément fils radiogénique. Et on peut caractériser chaque couple pair-fils par sa demi-vie. La demi-vie, encore notée T, est le temps au bout duquel la moitié des éléments pairs s'est désintégré en éléments fils. C'est un phénomène qui est irréversible et qui se déroule en continu. Il est donc possible de donner la quantité d'éléments pairs au temps T grâce à la loi de désintégration radioactive, qui est la suivante. La quantité d'éléments pairs à l'instant T est égale à la quantité d'éléments pairs initialement présents dans le système que multiplie l'exponentielle de moins lambda T. Cette quantité d'éléments pairs à l'instant T dépend de la quantité initiale d'éléments pairs présents, c'est-à-dire au tout début de l'histoire de la roche, qu'on va noter P à T0, d'une constante qu'on va nommer lambda, qui est la constante de désintégration radioactive et qui est spécifique du couple en question, et également spécifique de chaque isotope radioactif. Et cette constante lambda est proportionnelle à l'inverse de la période de l'élément pair. Et enfin, bien évidemment, la quantité d'éléments pairs à l'instant T dépend du temps écoulé depuis T0 qui correspond à la fermeture du système. Alors qu'est-ce que la fermeture du système? Eh bien, il s'agit du moment où la roche s'est refermée, s'est cristallisée, le moment où elle a emprisonné, où elle a piégé les éléments pairs radioactifs, en conséquence de quoi les éléments fils produits ne peuvent pas s'échapper, les éléments pairs non plus. À partir de là, il est possible, avec des spectromètres de masse, de mesurer la quantité d'isotopes présents à l'instant T, et grâce aux équations, d'obtenir l'âge de la roche. Alors voyons un petit peu plus en détail ce que ça donne dans un graphique. Ici, on a représenté les éléments pairs de couleur bleu foncé et les éléments fils de couleur bleu clair. On peut donc représenter la quantité d'éléments pairs au cours du temps ainsi que celle d'éléments fils. On a pris soin ici de graduer l'axe des abscisses avec la période ou demi-vie, notée T. Souvenez-vous, on avait dit que T, c'est le temps qu'il faut pour que la moitié des éléments pairs se soient désintégrés en éléments fils. On a donc ici, à cet instant, autant d'éléments pairs que d'éléments fils dans cette source radioactive. Si je double ma période, ici, de l'intervalle T à l'intervalle 2T, eh bien, ce laps de temps correspond au temps qu'il faudra pour que la moitié des noyaux pairs encore présents au moment de la période T soient désintégrés. On a donc ici perdu la moitié des éléments pairs, on en a donc perdu les 3/4. Si je continue
jusqu'à 3t, il ne me reste plus un quart cette fois, mais un huitième des éléments pairs. On voit donc que la courbe qui représente la quantité d'éléments pairs suit une décroissance exponentielle. Symétriquement, l'apparition d'éléments fils suit une exponentielle inverse avec un plateau atteint au bout d'un certain temps. Alors maintenant, je vous propose de voir comment est-ce qu'on peut calculer l'âge d'une roche avec la méthode rubidium-strontium. Alors le rubidium-87 peut s'intégrer dans le réseau cristallin de certains minéraux. Or, le rubidium-87 est un élément radioactif qui se désintègre en donnant du strontium-87. Alors la désintégration partielle du rubidium-87 initial se traduit par la différence rubidium-87 initial moins rubidium-87 à l'instant T. Ça représente la quantité d'éléments déjà désintégrés à l'instant T. À partir de là, on peut appliquer la loi de décroissance radioactive qui nous montre que la quantité de rubidium-87 à l'instant T est égale à la quantité de rubidium-87 initiale que multiplie exponentielle de moins lambda t. Mathématiquement, il est possible d'inverser les deux termes ici en prenant soin de changer le signe ici de moins lambda t. On obtient donc la quantité initiale de rubidium-87 est égale à la quantité de rubidium-87 à l'instant t que multiplie exponentielle de lambda t cette fois. Ce que je peux faire à partir de là, c'est soustraire la quantité de rubidium-87 à l'instant t de chaque côté de l'équation. J'aurai donc la quantité initiale de rubidium-87 moins la quantité de rubidium-87 à l'instant t, et j'aurai également le produit qu'on a ici, retranché de la quantité de rubidium-87 à l'instant t. À partir de là, je peux mettre en facteur la quantité de rubidium-87 à l'instant t, ce qui me donne rubidium-87 à l'instant t, facteur de exponentielle de lambda t moins 1. Or, la quantité de rubidium-87 initiale moins la quantité de rubidium-87 à l'instant t, que j'ai réécrit ici, correspond à la quantité d'éléments pairs qui ont été désintégrés, donc à la quantité d'éléments fils apparus. C'est donc le strontium-87 à l'instant t qui prend la place de cette soustraction. Et bien sûr, il est égal à la quantité de rubidium-87 à l'instant t que multiplie l'exponentielle de lambda t moins 1, mais au moment de la fermeture du système, il y a déjà du strontium-87 qui est présent et donc qui pourrait fausser les résultats. Je dois donc rajouter dans l'équation ici le strontium-87 déjà présent initialement au moment de la fermeture du système. Cette équation, écrite autrement, nous donne le strontium-87 à l'instant t est égal au rubidium-87 que multiplie exponentielle de lambda t moins 1, plus le strontium-87 présent initialement au moment de la fermeture du système. Ce que je cherche ici, c'est le temps qui s'est écoulé depuis la fermeture du système. Il est juste là, lambda t. C'est le t ici dont on cherche la valeur. J'ai donc une inconnue qui est t. Le problème, c'est que j'ai une deuxième inconnue, le strontium-87 qui s'est intégré dans les réseaux cristallins au moment de la fermeture du système et dont je ne connais pas la valeur. J'ai donc une équation à deux inconnues. Même si je connais la valeur de lambda, la constante de désintégration du couple rubidium-strontium, ça ne m'avance pas pour autant. Donc à ce stade, je suis bloqué. Mais il existe un autre isotope du strontium, le strontium-86, qui lui est un isotope stable. Il ne se désintègre pas au cours du temps. Ce qui veut dire que quand il est enfermé dans un système, sa concentration au début de la fermeture du système est la même qu'à l'instant t, instant où j'effectue mes mesures. Les spectromètres de masse sont capables de mesurer la quantité de rubidium-87, de strontium-87, mais aussi de strontium-86. Et chose intéressante, lorsque les minéraux cristallisent, ils enferment les deux isotopes du strontium sans aucune distinction, sans préférence, ni pour l'un ni pour l'autre. Donc si on considère différents échantillons de même âge, au moment de la fermeture du système, les rapports strontium-87 initiaux sur strontium-86 sont les mêmes pour tous les échantillons. Étant donné que le spectromètre de masse va mesurer la quantité des trois isotopes en question, je peux donc réutiliser mon équation de départ en rapportant tous les termes de l'équation au strontium-86. Je peux donc diviser ici chacun des termes par strontium 86. Ce qui me donne des rapports isotopiques dans l'équation, avec ici le rapport des deux strontiums à l'instant t, qui est égal au pair à l'instant t sur le strontium 86, multiplié par exponentielle de lambda t moins 1, plus le rapport de strontium 87 sur strontium 86 initial. Or, rappelez-vous, je vous ai dit il y a une minute, que ce rapport est le même pour tous les échantillons au moment de la fermeture du système. Si on regarde bien, on a donc une droite de type y égale à x plus b. Y étant ici, a étant ici, b étant ici, le x étant juste ici. Pour trouver t, il faut donc qu'on soit capable de trouver a
c'est-à-dire le coefficient directeur, la pente de la droite en question, puisqu'ici on est face à une fonction linéaire, une fonction affine. On peut donc placer les rapports isotopiques issus des mesures de différents échantillons d'une même roche par exemple, et on constate qu'ils s'alignent tous sur une droite dite droite isochrone. Iso qui veut dire le même, chronos qui fait référence en grec à l'âge, c'est-à-dire des échantillons de même âge. Regardez juste ici, c'est l'ordonnée à l'origine. Je vous ai dit qu'au tout début, au moment de la fermeture du système, le rapport strontium 87 sur strontium 86 initial est le même pour tous les échantillons. Si on reprend les trois minéraux qu'on a observés au début en microscopie optique, plagioclase, feldspath, biotite, on voit qu'ils sont bien alignés sur ce rapport initial qui est l'ordonnée à l'origine. C'est le fameux terme plus B de l'équation Y égale AX plus B. Ici, j'ai les rapports rubidium 87 sur strontium 86. C'est donc l'élément pair qui va se désintégrer au cours du temps. Donc ce rapport va diminuer au cours du temps. La valeur va donc se déplacer dans ce sens-là, sur l'axe des abscisses. En ordonnée, j'ai le rapport strontium 87 sur strontium 86. Or, il y a de plus en plus d'éléments fils de strontium 87, donc ce rapport va augmenter au cours du temps. On se déplace donc dans ce sens-là, sur l'axe des ordonnées. On a donc, au fur et à mesure du temps, une apparition des éléments fils et une disparition des éléments pairs. Ce qui veut dire que pour chaque point qu'on a placé sur le repère, on a un déplacement dont l'amplitude est proportionnelle à la quantité d'éléments pairs présents dans cet échantillon en question. Ceux qui avaient peu d'éléments pairs initialement auront une amplitude faible, comme c'est le cas ici pour le plagioclase. Ceux qui avaient beaucoup d'éléments pairs au moment de la fermeture du système auront une amplitude de désintégration plus importante, une plus grande quantité d'éléments pairs désintégrés et donc une plus grande quantité d'éléments fils obtenus. Mais dans tous les cas, pour un âge donné, plus le temps s'écoule, plus la pente est importante, donc le coefficient directeur, donc plus la valeur de t augmente. Si a, qui est égal à exponentielle de lambda t-1, augmente au cours du temps, eh bien on peut montrer mathématiquement que t est égal à ln de a plus 1 sur lambda, a ou alpha, a étant le coefficient directeur. À partir de là, on connaît donc l'âge de la roche, la constante de désintégration lambda ayant pour unité l'année, le temps est donc donné en années. Voilà comment la méthode rubidium-strontium nous permet de connaître l'âge d'une roche. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut. Pour nous, c'est très important. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et si vous souhaitez retrouver l'intégralité du cours sur la datation absolue avec des entraînements aux exercices de bac, il vous suffit de suivre les liens en dessous de la vidéo. En attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous souhaite de très bonnes révisions et à très bientôt. Au revoir.